Et le Parlement européen peut proposer tout ce qu'il veut. Et je sais qu'en la matière, il propose des choses plutôt intelligentes, sur une base assez consensuelle, je dois dire. Malheureusement, les États membres, eux, sont beaucoup plus réticents à s'engager dans cette voie constructive commune. Donc ça va être un énorme défi, et malheureusement, sur ce sujet-là, le Parlement va pouvoir proposer des choses, prendre des initiatives, mais la clé de décision, elle ne sera pas au Parlement européen. Oui, on vous entend. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter de façon à ce que l'on comprenne mieux le sens de la question que je vais poser. Je suis Christian Rambourg, co-président du Parti fédéraliste européen en France et tête de liste pour la circonscription Est. Depuis une semaine, ma directrice de campagne essaye de me faire inviter dans votre respectable panel. Il lui a été rien n'était répondu, et quand elle a annoncé ce matin que je m'en rendrai à cette réunion, monsieur Michel Arnaud, François Arnaud, directeur des relations publiques du Bureau d'information du Parlement européen à Paris, a bien voulu m'écrire sans répondre à ma directrice de campagne, que je trouve peu courtois, mais m'a répondu qu'il s'agissait aujourd'hui d'une réunion d'information, d'information sur le Parlement européen et sur le rôle des députés européens au Parlement européen. Je constate qu'il ne s'agit pas du tout d'une réunion pédagogique, mais d'une réunion éminemment politique. Il a été choisi d'inviter les députés sortant de la circonscription Est, et certains ont choisi de se faire représenter. Maintenant, je vous invite à poser votre question. Alors j'en profite pour vous poser une question. Pensez-vous, madame, que c'est par ces méthodes-là que vous allez décider les 56 à 58% d'abstentionnistes qui nous annoncent les sondages à aller voter, en réduisant ainsi le panel des partis politiques? Et je crois avoir entendu depuis le début de la séance un certain nombre de protestations dans cette salle. Cela étant, je viens à la question que je souhaiterais poser aux différents intervenants. J'ai entendu parler, nous avons tous entendu parler de 28 politiques agricoles, 28 politiques sociales, 28 politiques militaires, 28 politiques diplomatiques, etc. etc. Les explications qui nous sont avancées sont des explications d'ordre juridique. Or, parlons politique au Parlement européen. L'Europe, aujourd'hui, ne me semble pas une Europe démocratique. L'Europe me semble être simplement un bouc émissaire qui a été créé avec des fonctionnaires dans une commission à Bruxelles, sous influence de 50 000 lobbyistes, ou employés par la finance internationale et par les sociétés multinationales, pour qui cette Europe est seulement profitable à eux, et non pas aux petites et moyennes entreprises, non pas aux citoyens. Est-ce que l'Europe est démocratique? Non, non, c'est pas ma question, madame. Non, ma question, c'est que ces arguments juridiques ne tiennent pas face à une volonté politique. Il ressort de tout ceci que la seule solution serait une Europe fédérale, une Europe souveraine, et non pas une Europe, comme on nous l'a montré au début de cette séance, sur le tableau, avec un petit triangle, au sommet duquel se trouve le Conseil européen, avec 28 pays moribonds qui donnent des ordres à une commission de fonctionnaires. Qui dit fonctionnaire dit devoir de réserve. Je vous propose, monsieur, de laisser la parole également à d'autres questions dans la salle. On va parler justement d'une question généraliste. Là, c'est une prise de position et c'est une prise de parole, ce n'est pas une question. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent. Je viens à ma question. Donc, 10 secondes pour poser votre question. Alors, de quelle façon les représentants des partis gouvernementaux ici présents, de quelle façon ont-ils essayé de promouvoir une Europe fédérale, qui serait la seule solution, et quel est leur projet pour imposer cette Europe fédérale par la politique au-dessus du droit? Voilà. D'autres questions?
parmi les think tanks dont je parlais tout à l'heure, eh bien, comme de la même façon, vous savez que l'Union européenne finance des lobbies des ONG pour qu'elles viennent faire leur propre lobbying auprès d'elles-mêmes, eh bien, il y a des sociétés qui financent des think tanks qui sont censés représenter les intérêts du peuple européen qui n'existe pas. Parmi celles-ci, il y a notamment un think tank qui s'appelle le Center for European Reform et qui est financé par ces sociétés. Apax Partners américains, German Marshall Fund of the United States, ces germano-américains, ce sont les reliquats du plan Marshall qui ont été versés, donc c'est directement les fonds du gouvernement américain. Boeing, société américaine pour la majeure partie. Goldman Sachs, on ne présente plus Goldman Sachs maintenant, qui est une société financière, une banque d'affaires américaine. United Parcel Services américain. United Technologies américain. Morgan Stanley américain. Lockheed Martin américain. Time Warner américain. JP Morgan américain. Citigroup américain. Merrill Lynch américain. Alors, dans le lot, vous avez Rolls-Royce qui est germano-britannique. Vous avez Unilever qui est néerlandais. Vous avez la Deutsche Bank allemande, British Bankers Association qui est britannique, tout comme BP. Mais vous voyez que l'essentiel de l'un des principaux think tanks qui agit, qui vient influer sur la Commission européenne pour demander des évolutions en matière réglementaire, est financé en réalité par des sociétés américaines, parmi lesquelles notamment, j'en retiendrai deux, Goldman Sachs et JP Morgan. Goldman Sachs et JP Morgan qui ont été introduites l'une et l'autre sur le marché du gaz en France depuis janvier 2010. Le gouvernement français a décidé d'introduire sur le marché du gaz en France Goldman Sachs et JP Morgan, à la demande de Bruxelles qui exige l'ouverture du marché du gaz à la concurrence. Est-ce que vous croyez que les requins de Wall Street, que sont les banquiers d'affaires Goldman Sachs et JP Morgan, viennent investir le marché du gaz en France pour servir de, comment dirais-je, de service public, pour apporter du gaz au meilleur coût à Madame Dupont qui habite dans la banlieue de Sens ou d'Auxerre? Non. Ils sont là pour faire le maximum de pognon. Et donc nous sommes en train, dans l'ensemble de l'Europe occidentale, d'ouvrir les services publics à des services financiers, à des sociétés financières ou des banques d'affaires qui ne sont là que pour retirer le maximum d'argent. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à chaque fois que l'on ouvre un service public à la concurrence, dans les semaines, les mois, les semestres, les années qui suivent, on explique d'un seul coup aux Français, il y a une grande campagne de communication pour expliquer aux Français qu'ils ne payaient pas du tout le truc à son prix. On a ouvert le marché du gaz et depuis lors, le gaz ne fait qu'augmenter. Et on dit aux Français, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne payez pas du tout le gaz à son prix. EDF, c'est pareil. Les sociétés d'autoroutes, c'est pareil. Les réseaux d'adduction d'eau, c'est pareil. Donc, nous avons des sociétés financières qui, au motif que les États sont trop endettés, agissent par des think tanks auprès de Bruxelles, pour que Bruxelles exige des réformes indispensables. Bruxelles neutralisant l'opposition des syndicats par l'intermédiaire de la CES, comme je l'ai montré. Tous les États sont donc obligés de privatiser leur réseau d'adduction d'eau, système d'autoroutes, gaz et électricité, et tout ceci pour le plus grand profit de qui? Pour le plus grand profit de sociétés financières qui, une fois qu'ils ont mis la main dans la place, expliquent « Ouh là là, les prix ne sont pas du tout ceux à quoi vous deviez payer, vous devez payer beaucoup plus cher » et à ce moment-là dégage du cash. C'est un système de ce que j'appelle du grand banditisme, c'est un système de racket généralisé maintenant au niveau européen. Je signale que Goldman Sachs, le président de Goldman Sachs International, s'appelle M. Peter Sutherland, qui a été notamment un vice-président du fondateur du groupe de Bilderberg, qui a été également à la Commission européenne, on a affaire à l'un des grands patrons de l'empire euro-atlantiste dont il s'agit, et il avait comme subordonné M. Mario Draghi, ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, qui est un peu son petit collaborateur, qu'il a fait nommer président de la Banque centrale européenne à la succession de Jean-Claude Trichet, auquel il a succédé, voici maintenant, quelques semaines à la tête de la BCE. Ça veut donc dire que Goldman Sachs est une véritable pieuvre. J'utilise le mot pieuvre comme on dit de la mafia sicilienne, parce que ça marche de la même façon.
Nous avons des gens qui sont diplômés de l'université américaine, passés chez Goldman Sachs, et qui maintenant ont investi des centres de pouvoir. On l'a vu en Grèce avec le successeur de M. Papandréou, M. Papademos, avec M. Mario Monti en Italie. Ce sont des coups d'État en costume-cravate par des gens qui appartiennent à ce même cénacle, Goldman Sachs, JP Morgan, Commission européenne, grandes sociétés financières new-yorkaises. Je rappelle que c'est donc sur le fondement de tous ces conseils qu'ont été bâtis les articles sur les grandes orientations de politique économique, je vous les ai dit tout à l'heure, l'article 121 notamment du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit donc que l'ensemble des États membres doivent transmettre à la Commission européenne la façon dont ils mettent en œuvre ces grandes orientations de politique décidées par la Commission, dont je vous ai donné la synthèse à l'instant même, en disant qu'il faut en réalité privatiser les services publics au maximum, tout privatiser, comme si c'était une fin en soi que de tout privatiser, comme si la privatisation était gage d'efficacité dans tous les domaines, ce qui n'est pas vrai. Il y a des domaines où effectivement le privé marche mieux que le public, mais il y a aussi des domaines, par exemple EDF, par exemple les grands réseaux d'adduction d'eau, etc., où le public marche mieux que le privé. Alors, par exemple, en matière d'EDF, on sait que c'est un type d'économie, comment dirais-je, de modèle économique sur lesquels les raisonnements doivent se porter sur 30 ou 35 ans. Les investissements sont énormes. La construction d'une centrale, qu'elle soit au fioul, au charbon ou au nucléaire, sont des investissements colossaux. Donc il va y avoir des calculs d'optimisation économique qui sont sur 30 ou 35 ans, qui ne s'accommodent absolument pas de raisonnement à l'ultra court terme que souhaitent les actionnaires de sociétés privées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle EDF marchait si bien, et que plus on privatise d'ailleurs à la fois EDF mais aussi tous ces services publics d'utilité générale, et plus on a des dysfonctionnements, le cas des télécommunications étant un petit peu différent. J'en profite au passage pour dire ici que ce que nous proposons, c'est justement, enfin c'est ce que je propose dans le programme de 2012, c'est la renationalisation de Gaz de France, de l'électricité de France, de Télédiffusion de France, de TF1, de l'ensemble des sociétés de réseau d'adduction d'eau et des sociétés d'autoroutes. Il ne s'agit pas d'avoir une société entièrement publique, il s'agit d'en revenir au juste milieu auquel les Français sont attachés, c'est-à-dire avec un service public important qui permet d'assurer la justice sociale entre les citoyens, ce qui est quelque chose de très important dans notre mentalité nationale. Et nous avons le droit d'être comme nous voulons être. On a le droit de vouloir des services publics puissants, on a le droit d'avoir une poste qui soit une poste, une SNCF qui soit nationale, etc. Ça ne veut pas dire qu'on supprimera l'ensemble de l'activité privée, bien au contraire, mais le fait de détruire tous nos services publics est quelque chose qui ne peut pas être toléré sur long terme par les Français. Ceci nous mène à quoi? Nous mène à la situation présente. L'incroyable diktat de Jean-Claude Trichet et Mario Draghi à Berlusconi, le président du Conseil. On pense ce que l'on veut de Berlusconi. Mais quand même, ce qui est extraordinaire, c'est de voir ce que M. Trichet et M. Draghi de la BCE, élus par personne, ont osé écrire en mois d'août dernier au chef du gouvernement italien. Le Conseil des gouverneurs considère que les autorités italiennes doivent d'urgence adopter des mesures propres à restaurer la confiance des investisseurs, incluant libéralisation totale des services publics locaux, privatisation de grande ampleur, adapter les salaires, etc., révision en profondeur des règles... Attendez, ça va un petit peu vite. Donc, cher Premier ministre, le Conseil des gouverneurs de la BCE considère que les autorités italiennes doivent d'urgence adopter des mesures propres à restaurer la confiance, libéralisation totale des services publics locaux, privatisation de grande ampleur, adapter les salaires et conditions de travail aux besoins des firmes, révision des règles régissant le recrutement et le licenciement des salariés, mesures immédiates en matière de système de retraite et de retraite des femmes, réduire de façon significative le coût des emplois publics en durcissant les règles de renouvellement du personnel et, si nécessaire, en baissant les salaires. Nous considérons qu'il est crucial que toutes les mesures énumérées soient adoptées aussi vite que possible par décret-loi, c'est-à-dire même pas des lois, c'est ce qu'on appelle un oukase, par des décrets-lois qui seront pris par l'exécutif, ratifiés ultérieurement par la représentation nationale italienne,
Et tout ceci afin d'améliorer l'efficacité administrative et la bienveillance à l'égard des entreprises. Est-ce qu'il y a besoin de commentaires supplémentaires? Nous avons affaire à tout un continent qui désormais est pris en otage par une oligarchie financière, notamment venue d'outre-Atlantique, mais pas seulement.